Bonjour pour ce module concernant l'introduction à l'économie. Donc, toujours pour ce premier semestre, pour l'ensemble 7, l'ensemble 8. Donc, c'est la deuxième séance pour cette semaine. Hier, la séance a été consacrée, l'intervention a été consacrée au système, toujours sur ce grand chapitre, sur les modèles, sur les systèmes économiques. Et donc, j'ai mentionné donc, parmi les modèles de pays, les modèles de la question de l'intégration régionale et de l'Union européenne qui constitue donc un groupement régional important, le plus développé, mais pas le plus achevé. C'est vrai que c'est le dernier stade de l'intégration régionale. L'Union européenne dans le monde, elle a atteint le dernier stade en référence à ce qui est stipulé en théorie, mais donc, parce que le dernier stade, c'est l'Union économique et monétaire. Et l'Europe a adopté l'Union économique et monétaire, mais une véritable union monétaire n'est pas toujours là, n'a pas été encore achevée parce qu'il y a des pays qui sont encore attachés à leur monnaie, soit attachés, soit qu'ils n'arrivent pas, par exemple, il y a des pays vraiment qui sont en mesure de satisfaire aux critères de convergence pour appartenir à la zone euro et pour détenir la monnaie unique. L'Angleterre, avant sa sortie, elle était attachée à sa monnaie, la livre sterling. Mais d'autres pays veulent intégrer l'Union européenne, mais ne peuvent pas. La Bulgarie, la Roumanie et d'autres, parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire aux critères exigés. Les critères de convergence que j'ai déjà, qui sont de l'ordre de 4. Donc, il faut avoir un certain niveau au niveau du taux d'intérêt, l'inflation, la dette publique et le déficit public, qui ne doit pas dépasser donc 3%, la dette publique 60%, et les autres, l'inflation et le taux d'intérêt, il y a donc des limites, une fourchette, des limites à ne pas dépasser. L'Union européenne, elle a été donc instituée par le traité de Rome de 1957. Avant, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier qui a été inaugurée en 1953. Donc, à l'époque, en 1957, les pays fondateurs, c'était 6. L'Allemagne, l'Italie, la France et les pays du Benelux, Luxembourg, Belgique et les Pays-Bas, les 6 pays fondateurs. Au fur et à mesure, l'Europe va aller s'élargir, donc pour atteindre un nombre vraiment de 28 avant la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et on peut dire que maintenant il y a 27 pays. Donc, grande partie des pays, donc plus de la moitié, détiennent l'euro au sein de l'Union européenne, la zone euro, et d'autres qui ont encore leur monnaie nationale. Leur monnaie, donc, voilà. Et j'ai mentionné comment donc, d'un côté, il y a les organisations commerciales internationales comme le GATT, avant et après, c'est l'OMC, depuis 1995, donc viser la libéralisation des échanges internationaux, donc l'abolition des frontières, des tarifs douaniers, des barrières tarifaires, des barrières non tarifaires, les barrières quantitatives, les contingentements. Donc, mais en même temps, c'est paradoxal puisque, voilà, d'un côté, on veut à ce que le multilatéralisme règne sur le plan des relations commerciales internationales, mais de l'autre côté, il y a des pays qui vont se regrouper pour se protéger vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire, au sein d'un accord régional, il y aura un libre-échange, mais à l'égard des autres, il y aura un protectionnisme. Donc voilà, mais c'est toléré. L'OMC et le GATT ne sont pas contre les unions et les regroupements régionaux.
Donc, parce que dans la philosophie de ces organisations commerciales internationales, le fait que des accords régionaux se multiplient, à terme, ça va développer donc le libre échange international. Voilà, donc, concernant le chapitre sur les agents, je ne vais pas développer, hein, c'est non parce qu'il nous faut vraiment, si je développe chaque chapitre, là, il nous faut d'abord le régime présentiel, il nous faut le régime présentiel, et en même temps, même dans le régime présentiel, compter sur 12 séances, on ne peut pas faire l'introduction à l'économie pour étudier beaucoup d'aspects, beaucoup de rouages, beaucoup de phénomènes. Dans le descriptif, dans le syllabus du ministère, c'est vrai qu'on le dépasse. On fait ce qui est mentionné, on le fait, mais on le dépasse. Parce que pour le dépasser, traiter l'économie mondiale, traiter la croissance, le développement, les déséquilibres économiques, les politiques économiques, là, il faut compter 1 année ou 2 ans pour l'introduction à l'économie. Mais c'est pourquoi donc donc nous on n'est pas obligé de respecter donc ce qui est les axes du syllabus, on les fait, mais en même temps on a la liberté d'aller traiter des axes et des phénomènes qui nous paraissent très importants pour les étudiants inscrits en économie. Les agents, l'économie, c'est des acteurs. L'économie, qu'est l'économie? L'économie d'un pays, l'économie mondiale, l'économie régionale, l'économie même au niveau de la famille, partout, c'est des comportements, c'est des actes de consommation, des actes d'épargne. C'est ça l'économie, des actes d'investissement, des actes de production. Donc, c'est des comportements, des actes qui sont déployés par différents agents. Schématiquement, sans préciser la vraie nature des comportements, des actes économiques, on peut répartir, donc on peut distinguer, on peut repérer 3 grands acteurs. Ça, c'est de façon globale. On a les individus, les ménages, on a l'État, les administrations publiques, l'État, et on a les entreprises. C'est ça. Donc, un agent économique, donc c'est un acteur qui a donc une autonomie en matière de décision économique, en matière de décision autonome, un agent autonome, acteur autonome qui a en matière de décision économique, il peut décider de sa consommation, de son épargne, de son investissement, de sa production. Mais si on se réfère chaque pays à sa comptabilité nationale, ça donc pour être plus précis et donc plus vraiment et plus pour dépasser cette distinction sommaire globale, la comptabilité nationale de chaque pays donc va regrouper les agents en secteur institutionnel. Un secteur institutionnel, c'est un ensemble d'unités institutionnelles qui ont donc une fonction économique propre. Chaque secteur institutionnel au sein de ce secteur, il y aura des unités institutionnelles qui ont une fonction économique qui est propre à ces unités institutionnelles. Généralement, donc, on a par exemple, lorsqu'on parle d'entreprise de façon globale, mais au sein des entreprises, c'est vrai, les entreprises produisent des biens et services, mais on va distinguer entre les entreprises selon la nature des biens et services. Par exemple, service de transport, c'est pas le service financier de la banque, de l'assurance. Les biens, sur les marchandises, les biens aussi. Donc, on va séparer entre sociétés financières et sociétés non financières, c'est-à-dire les 2 sociétés produisent des services, mais la nature des services rendus n'est pas la même. Par exemple, sociétés financières, les banques, donc la bourse, donc
les entreprises d'assurance produisent aussi des services financiers, mais il y a d'autres sociétés non financières qui produisent, par exemple, des services, mais des transports, le transport, donc d'autres services qui sont vendus, pas seulement le transport, les télécommunications, c'est des services. Sociétés non financières qui produisent des biens, sociétés donc en matière d'agriculture, d'alimentation, en matière donc le service d'hébergement, les hôtels, le secteur de l'hôtellerie. Voilà, on a voilà deux agents, deux secteurs institutionnels, On a par exemple, on a notre secteur, les administrations publiques. C'est un grand secteur institutionnel. On a trois sortes d'administration publique, ça. On étudie ça en matière de finances publiques. Moi, j'insiste beaucoup sur cette classification. C'est entre les administrations publiques. On a les administrations publiques centrales, les APUC, par exemple les ministères, les administrations publiques locales, les collectivités territoriales, la région, la commune. Par exemple, chez nous, en France, on a le département, mais chez nous, on a l'Assemblée provinciale, le conseil préfectoral, l'Assemblée préfectorale. Et le troisième type d'administration publique, les administrations de sécurité sociale. On a donc l'administration publique, vous voyez, ils fournissent des services. Ils fournissent des services, les biens non marchands. Mais l'État ne fournit pas que les biens non marchands. Donc, il y a d'autres, il peut aussi fournir des biens qui peuvent couvrir les salaires, le traitement, le coût de revient. Voilà, couvrir des charges. On a donc les biens non marchands, l'éducation, l'université, c'est des biens non marchands. Les routes, les autoroutes, donc il y a des biens qui sont fournis par l'administration centrale, les APUC, il y a d'autres par les collectivités territoriales, les APUL, les administrations publiques locales. Il y a des choses, parce que les décideurs locaux, il y a la décentralisation. Ça veut dire quoi? Les décideurs locaux sont mieux placés pour répondre aux besoins des citoyens. Ils sont les mieux informés. On ne va pas quand même demander à Rabat, au ministère, pour nous réparer des problèmes d'éclairage au niveau d'un quartier. C'est à ceux qui sont mieux placés au niveau local, donc de répondre à des besoins. Les décideurs locaux sont mieux placés pour être informés des besoins des citoyens. Voilà la relation entre les impôts perçus et les services offerts, le principe d'équivalence. L'autre, donc voilà, il y a d'autres. La retraite, c'est un bien donc fourni par les administrations de sécurité sociale. Donc l'assurance maladie obligatoire, la couverture médicale, les accidents de travail, les indemnités. Donc voilà, donc on a vu donc durant cette crise du coronavirus, lorsqu'il y avait ce soutien financier de la part donc de certaines administrations de sécurité sociale, voilà, c'est fourni, c'est des prestations sociales. L'autre secteur institutionnel, les institutions à but non lucratif au service des ménages. Par exemple, les associations, les coopératives, donc les associations, les mutuelles, les associations, ils fournissent des services à but. Donc, ce sont des institutions qui ne cherchent pas à avoir du profit. Lorsqu'une association allait distribuer des produits alimentaires, ou bien, je ne sais pas, durant cette saison de froid, donc des saisons froides, ils vont distribuer des couvertures pour les pauvres, pour des cartables, faire des caravanes de soins
et offre des services. Et voilà donc les services. Donc, on a les ménages. Les ménages, on peut insérer donc le ménage aussi les entreprises individuelles font partie donc de ce grand secteur, de ce secteur institutionnel, les ménages, les individus. Donc, un ménage, c'est donc un agent, un acteur donc qui est autonome dans sa décision. Donc, c'est pas obligatoire que ce soit une famille nombreuse, un seul individu donc qui est autonome dans sa décision constitue un ménage. Les ménages, ils consomment, ils font aussi de l'épargne. Ils peuvent faire une production pour, par exemple, pour produire des produits qui sont consommés par eux-mêmes, l'autoconsommation, cultiver un jardin pour faire donc des produits alimentaires. Un autre secteur important, institutionnel, le reste du monde. Le reste du monde. Le reste du monde, donc, c'est entre le reste du monde et le territoire, un territoire où il y a des résidents, parce qu'il n'y a pas dans un territoire économique, un territoire donc une nation, un territoire, donc il n'y a pas que les nationaux dans ce territoire, dans un territoire donc national, il n'y a pas que les nationaux. On parle de résidents, donc qui sont dans des relations. Entre ce territoire, il a des relations avec le reste du monde. Le secteur institutionnel, le reste du monde, en termes d'exportation, d'importation, l'endettement, la dette extérieure, les prêts, l'emprunt, les transferts de revenus, soit à caractère public ou à caractère privé. Par exemple, les transferts des résidents marocains à l'étranger, ou bien des résidents étrangers au Maroc, par exemple des Français au Maroc, qui vont faire des transferts en France. Voilà, donc c'est ça les relations avec le reste du monde. C'est très important, les relations avec le reste du monde. C'est donc le caractère des relations extérieures en termes d'échanges international, en termes donc le tourisme international, des étrangers qui vont faire du tourisme par exemple au Maroc, ou bien des Marocains qui vont faire du tourisme international dans d'autres pays, donc le reste du monde. On mesure le degré d'ouverture d'une économie sur l'extérieur par un indicateur. On met exportation plus importation sur 2, le tout sur PIB, sur la richesse nationale. C'est ça le degré d'ouverture d'une économie sur l'extérieur. Donc faites attention, essayez d'étudier ce chapitre. Donc à la fin, il y a aussi cette relation entre ressources et emploi. Les ressources d'un pays proviennent de quelle origine? Un pays, pour satisfaire les besoins de sa population, il doit produire les produits. Mais est-ce qu'un pays peut arriver à produire tous les produits dont il a besoin? Par exemple, on peut manquer d'un produit parce qu'on ne l'a pas. Par exemple, nous, au Maroc, il importe la quasi-totalité de ces produits énergétiques de l'extérieur parce qu'on n'a pas le pétrole, on n'arrive pas à le trouver. Soit qu'on ne l'a pas, ou il y a un problème d'exploration. Voilà, on est obligé d'importer ce produit. Lorsqu'on a un problème de sécheresse, et d'ailleurs, sans la sécheresse, aujourd'hui, le Maroc n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire dans pas mal de produits de base. On n'a pas l'autosuffisance alimentaire en matière céréalière. Et d'ailleurs, le plan Maroc vert va aggraver la situation parce qu'il a été vraiment orienté vers les cultures de rente, les cultures, donc c'est un plan qui est un peu productiviste, mais l'État, c'est comme s'il a, c'est vrai, l'État, il est là par des soutiens, par des incitations, par des aides, il faut le dire, il ne faut pas quand même qu'on soit toujours dans les critiques, mais il a laissé le choix, la nature des cultures
au secteur privé. Il y a un capitalisme agraire qui commence à se développer. C'est-à-dire, le pilotage en matière de la nature des cultures n'est plus là comme auparavant. On avait la SODIA, la SOGETA, les sociétés publiques. Donc, c'est pourquoi les agriculteurs, les grands propriétaires terriens vont s'orienter vers des cultures commerciales, les cultures de rente. On voit donc, certains produits où on a vraiment aujourd'hui des excédents. On n'arrive pas à les écouler. Des produits qui consomment trop d'eau, les pastèques et le melon et tout ça, les fruits. C'est vrai que l'objectif, c'est l'exportation, c'est la productivité, c'est un secteur qui devient capitalistique, mais quand même, il y a ce problème de creuser le déficit, les problèmes de couverture en matière de produits de base. On risque encore d'aggraver la situation en matière d'autosuffisance alimentaire donc le céréal, notamment le blé, les cultures oléagineuses, l'autosuffisance en matière de l'huile, les protégianeuses, les questions de, on a l'huile, le blé, le sucre. Jamais le Maroc n'a eu son autosuffisance alimentaire en matière. C'est vrai qu'il a développé depuis l'indépendance. Le Maroc donc a développé deux types de cultures, la canne à sucre et la betterave sucrière. Et il a même donc construit pas mal d'unités industrielles, Cozumar et d'autres, et à d'autres unités industrielles. Moi, j'avais fait un mémoire à Montpellier il y a longtemps sur l'économie du sucre au Maroc, parce que donc dans le cadre d'une maîtrise en économie agricole et rurale, et donc j'ai largement développé ces questions. Donc sur ce secteur très important, il a importé surtout une grande partie de ces importations sont donc en provenance de Cuba. Il y a d'autres secteurs, donc l'autosuffisance alimentaire risque donc de s'aggraver. Donc voilà, lorsqu'on n'a pas, on a besoin de certaines ressources, il faut les importer. Donc les ressources proviennent de deux origines, production plus importation. Voilà les ressources. Et ces ressources, comment elles sont employées? Soit sous forme de consommation, C, investissement plus I, plus lorsqu'on a des excédents, plus X, plus les exportations. Voilà, on peut ajouter variation du stock au niveau des unités, si on raisonne en termes donc microéconomiques. Voilà sur la formule donc qui mentionne cette égalité entre ressources et emploi. Le chapitre sur donc les agents. Je vais enchaîner avec les agents parce que les autres chapitres, c'est les opérations des agents. On est toujours dans les agents et les agents ont des opérations. La consommation, vous avez un chapitre sur la consommation. La consommation, c'est très important. L'acte de consommer, c'est l'acte lorsque vous avez des besoins, vous allez acquérir des biens pour les consommer, c'est-à-dire pour les détruire. On a deux types de biens. Il y a des biens qui se consomment et qui se détruisent immédiatement. Lorsque, par exemple, vous allez manger un repas. Donc, acheter un ticket de transport, le service de transport, ce sont des services qui se consomment immédiatement. Il y a des biens que vous allez consommer durablement, c'est-à-dire des biens durables. Les biens électroménagers, réfrigérateur, une voiture, poste de télévision, un ordinateur, le téléphone portable que vous admirez beaucoup, auquel vous vous êtes attaché. Donc, c'est des biens durables. Ça demande donc du temps pour les épuiser, pour les jeter, ou bien, je ne sais pas, pour donc les amortir. Voilà, donc
il n'y a pas que votre consommation. Les entreprises consomment aussi, les véhicules. Donc, il n'y a pas que les particuliers, les individus qui consomment. Voilà, donc la consommation, c'est très important. On a deux types de biens, donc des biens privés et des biens publics, des biens marchands et des biens non marchands. Les biens marchands, ce sont des biens où pour les avoir, il faut payer. Il y a l'exclusion par les prix. Ce sont des biens fournis par le secteur privé. Il y a les biens non marchands. Les biens non marchands, la production non marchande. Les biens non marchands, ce sont des biens fournis gratuitement. Par l'État principalement, mais pas toujours par l'État parce que les associations peuvent aussi faire ce travail. Mais c'est surtout, lorsqu'on parle de biens non marchands, c'est surtout l'État, les administrations donc publiques, les biens non marchands. Les biens non marchands sont caractérisés par trois choses. Les biens publics purs, la non-exclusion par les prix, même si vous ne payez pas, vous allez avoir le bien non marchand. L'absence de rivalité entre les consommateurs, c'est-à-dire le fait qu'un consommateur, un usager consomme ce bien, n'enlève rien à l'autre de le consommer. Donc, il n'y a pas de rivalité entre les usagers. Dès qu'un bien est fourni, il est à la disposition de tout le monde. Dès qu'il est fourni à chacun, à une personne, il est fourni à tout le monde. Bien public pur, il y a une troisième caractéristique, c'est l'absence des effets de débordement. C'est-à-dire que même lorsque le nombre d'usagers, de consommateurs augmente, la qualité ne baisse pas. La sécurité. Si on vous vole un bien, vous allez appeler la police, il va venir. Ça va se faire pour tout le monde, de la même façon. La défense nationale, la justice. Voilà, c'est ça, l'absence d'effet de débordement. Il n'y a pas de débordement. Mais il y a des biens publics impurs qui satisfont les deux caractéristiques. Non-exclusion par les prix, absence de rivalité, mais c'est bien impur. Dès que le nombre d'usagers augmente, il y a des effets de débordement. Par exemple, une salle, le théâtre, il y a une salle par exemple, dès que les chaises sont pleines, même si c'est gratuit, par exemple le théâtre municipal, même si c'est gratuit, l'entrée est gratuite, mais dès que les chaises, là où vous allez vous asseoir, donc il n'y a plus de place, vous ne pouvez pas donc aller, vous ne pouvez pas aller donc vous asseoir, donc il n'y a pas une possibilité d'avoir une chaise, donc c'est ça les effets de débordement. Les routes aussi, des fois, donnent lieu à des effets de débordement. Les stades de football, donc des effets de débordement. Un jardin public. Donc voilà, la consommation, donc la consommation c'est très important. Il y a dans le document déposé, il y a cette consommation keynésienne. La consommation keynésienne, c'est-à-dire que pour Keynes, la consommation est fonction du revenu, la propension marginale à consommer. Donc, lorsque la propension donc C est égal à R plus B. A, c'est la propension marginale à consommer, voyez, et B, c'est la consommation incompressible. Voilà la propension à consommer. Donc, on l'appelle la proportion moyenne à consommer, A, R plus B. Lorsque A, parce que A, il est strictement inférieur à 1, 0, 1. Lorsque la propension donc, moyenne à consommer, lorsque A est proche de 1, ça veut dire que l'intégralité de revenus est consommée. L'intégralité, c'est surtout pour les pauvres qui ont une forte propension moyenne à consommer, une forte propension pour la consommation, parce que le revenu il sera intégralement affecté à la consommation. C'est ça. Donc, et
Et lorsque R égale à 0, la courbe commence déjà avec un minimum. Même lorsque le revenu est nul, il y aura une consommation est égale à B, la consommation incompressible. Ça veut dire que même le revenu, lorsqu'il est nul, les agents peuvent consommer. Les ménages donc, peuvent consommer, les individus peuvent consommer. Donc, c'est une consommation incompressible qui s'explique par donc, une consommation qui n'a pas un rapport avec le revenu. Je ne sais pas, des produits en nature, livrés, l'entraide, les relations de voisinage, donc, sont un rapport avec le revenu. Donc, voilà, donc la consommation est fonction du revenu. Donc, voilà une courbe, une droite, donc, une droite qui est donc, c'est la consommation chez Keynes. La consommation chez Keynes. La consommation, dans le cours, dans le document déposé, il y a une question importante. Quels sont les déterminants de la consommation? Quels sont les déterminants? La nature de la consommation, les déterminants de la consommation, la nature de la consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la consommation augmente la consommation, pourquoi? Donc, il y a dans le document déposé, le chapitre sur la consommation, il y a cette question que la consommation a augmenté en Europe, dans les pays développés, durant la période des 30 glorieuses, la consommation fordiste, la production fordiste, parce que durant cette période, donc, il y a l'influence keynésienne, l'influence des idées de Keynes, ce qui fait qu'il y avait ces gains de productivité. J'ai déjà expliqué cette consommation fordiste, donc ce propriétaire donc, des usines de l'automobile et qui a fait profiter ses salariés des gains de productivité. Donc, il va augmenter les salaires de ses salariés pourquoi? Parce que pour lui, lorsque les salaires augmentent, les salariés vont acheter ses propres voitures. Donc, ils auront une partie de ce salaire qu'ils peuvent affecter à des produits non alimentaires. Et pour lui, donc, c'est bien. Donc, il a vu dans le revenu, dans le salaire, un revenu, non pas un coût de production. Ce qui fait que ce qui a été fait par Ford va se faire partout dans les économies, dans toutes les économies, c'est-à-dire les gains de productivité, augmenter les salaires pour les salariés. Et donc, les salariés vont consommer. C'est ça la consommation fordiste, la production fordiste. C'est pourquoi, durant cette période qui va de 1945 à 1975, la période des 30 glorieuses, ce terme qui a été forgé par l'économiste français Jean Fourastier dans son ouvrage, c'est-à-dire que durant cette période, on avait vraiment, les ménages vont consommer des produits électroménagers, donc c'est le boom des télévisions, des réfrigérateurs. Donc, ce qui allait se faire au Maroc et dans d'autres pays les années 90 et 2000 a été fait déjà durant la période des 30 glorieuses. Donc, voilà. Et la consommation, la nature des produits va évoluer parce que la nature des produits, des biens, va longtemps les biens, l'économie, lorsque les économistes se sont beaucoup intéressés aux questions qui ont un rapport avec l'économie rurale, les produits agricoles alimentaires et l'économie industrielle. C'était les secteurs qui intéressaient trop les économistes parce que tout ce qui est service était considéré par les économistes comme improductif. Et donc, la science économique ne s'intéressait pas trop à tout ce qui est service, tourisme, transport. Ce n'est que donc que depuis les années 60 que
Donc, lorsqu'on a constaté que la part des services augmente dans la production, la part des services augmente en tant que facteur de création d'emplois, dans la participation à la richesse d'un pays. Donc, une grande importance allait être donnée au secteur tertiaire, la tertiarisation de l'économie. On parle plus tard de la dématérialisation. C'est Colin Clark, cet économiste britannique, mais qui a aussi la nationalité australienne, qui a fait qui s'est intéressé beaucoup au produit national brut dans ses études, qui en 1947 a fait cette classification de l'économie en 3 secteurs: le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais moi, aujourd'hui, cette classification, la fracture, la césure entre les secteurs n'est plus facile à faire, puisqu'il y a pas mal de produits, on peut trouver qu'ils sont des produits composites, où il y a une part du tertiaire, du service, et une part de l'industrie. Par le tourisme. Le tourisme, c'est vrai qu'il fait partie des services, mais il y a le secteur, il y a aussi une industrie qui est impliquée, l'industrie du tourisme, les hôtels, donc des produits alimentaires pour les touristes, la restauration, mais il y a des services aussi, les hôtels, l'hôtellerie, il y a des services, c'est vrai que c'est un secteur de services, donc aller voir des monuments, mais quand même, les produits offerts sont des produits composites, hétéroclites. Donc, la fracture entre les secteurs n'est pas facile à faire aujourd'hui. Il y a un auteur très important, on ne peut pas faire de l'économie sans être au courant de cet économiste statisticien, Ernest Engel. Ça s'écrit Engel, G comme golf, mais ça se prononce, c'est un Allemand, Engel. C'est lui, Ernest Engel, c'est lui qui a donc mentionné que lorsque le revenu augmente, la part affectée aux produits alimentaires baisse. Lorsque le revenu, la part en termes relatifs et non pas en termes absolus. C'est-à-dire que lorsque le revenu augmente, la partie supplémentaire, il se peut qu'une partie de ces... il se peut que la consommation alimentaire augmente de façon absolue quelque peu. Mais la grande partie supplémentaire du revenu va surtout à satisfaire d'autres besoins. Lorsque le revenu augmente, les individus, donc les ménages, les individus, les personnes auront tendance à affecter le supplément, la partie supplémentaire à d'autres besoins. Ils vont s'orienter vers les loisirs, vers les produits de soins, faire des voyages au lieu de rester limité dans les produits alimentaires. C'est pourquoi lorsqu'on est trop pauvre, le revenu est très faible, il couvre uniquement les produits alimentaires. C'est-à-dire que lorsque le revenu augmente, donc les individus, les personnes vont donc, la part qui va aux produits alimentaires va baisser parce que d'autres secteurs vont intéresser, d'autres activités vont intéresser donc les individus. C'est la loi d'Engel, la courbe ou bien de la loi d'Ernest Engel. Concernant la production, c'est une opération donc faite par des agents économiques, pas seulement par les entreprises, par l'État, et par les entreprises individuelles. La production, le critère le plus important, donc la production peut être faite à une échelle donc microéconomique, mais il est fait au niveau des activités, pour créer donc, on va donc se procurer des facteurs de production, capital, travail,
pour produire des biens et avoir une valeur ajoutée. Et donc, la somme des valeurs ajoutées au niveau d'un pays, pour l'ensemble des activités, c'est ça, ça nous donne le produit intérieur brut au niveau d'un territoire où il y a les résidents, le produit intérieur brut. Et cette production elle peut être faite par les nationaux et par les non-nationaux. C'est ça le PIB. Il ne prend en compte que la production annuelle pour une année donnée et qui est faite par l'ensemble des agents résidents, qu'ils soient nationaux ou étrangers à l'intérieur d'un territoire. L'ensemble des productions, donc, de façon globale, de toutes les activités. C'est pourquoi le PIB, ce n'est pas le PNB, le produit national brut, c'est la production globale faite par les nationaux. Donc on va retrancher de la production faite au niveau d'un territoire, la production qui est faite par les étrangers. Et on va ajouter la production faite par les nationaux en dehors des territoires. Dans le reste du monde, dans les autres pays, on va ajouter la production faite par les nationaux, par exemple le PIB du Maroc, on va ajouter ce qui a été fait par les agents, les entreprises marocaines à l'extérieur du Maroc, et on va retrancher ce qui a été fait au Maroc, ce qui a été fait par les étrangers, les résidents non marocains. Et on va avoir le PNB, le produit national brut. Le PIB, il a été conçu comme l'indicateur de richesse. Il est considéré comme l'indicateur de richesse le plus était le seul indicateur qui mesurait la richesse avant l'élaboration de d'autres indicateurs, avant d'élaborer l'IDH, l'indicateur de développement humain et d'autres, le bonheur national brut et d'autres indicateurs. Il était considéré comme l'indicateur par excellence pour mesurer la richesse d'un pays. L'économiste Simon Kuznets, le prix Nobel d'économie en 1971, qui est américain mais d'origine biélorusse, de la Biélorussie, c'est donc Simon Kuznets qui a donc un prix Nobel, il a obtenu le prix Nobel en 1971, on va le voir avec les cycles. Donc c'est lui, il est considéré comme l'inventeur de cet agrégat important de le PIB, le produit intérieur brut. Mais parce qu'avant les années 60, depuis Adam Smith et même avant, le souci des économistes et des économistes était la croissance économique. On voulait la croissance économique, on voulait la richesse, on voulait la richesse quantitative, on voulait les ressources. C'était ça l'objectif des économistes. Mais lorsque depuis les années 70, et de façon pire depuis les années 80, puisque l'expression de développement durable allait donc être inventée en 1987, le rapport de Brundtland. Donc, c'est à partir du moment où on a constaté que la richesse, ce n'est pas le bien-être, qu'avoir un PIB important ne signifie pas le développement social, ne signifie pas la prospérité sur le plan de ses impacts sur la couverture des coûts de l'homme, sur la satisfaction des besoins sociaux, sur le bonheur des individus. On peut avoir un gâteau important, mais avec beaucoup de problèmes, avec de la précarité, du sous-développement, de la mendicité. D'ailleurs, on voit comment la mendicité maintenant elle est mondiale. Allez voir dans les pays européens, en France, en Espagne, en Belgique, il y a de la mendicité. Pire que le Maroc et que d'autres pays. Il y a même, on distribue de la soupe à côté de la gare, à Montpellier, à Toulouse. Donc, en Grèce, lorsqu'il y avait le problème de la dette grecque, les Grecs n'ont pas trouvé même pas
de quoi satisfaire leurs fins. Ça veut dire que la pauvreté, elle est mondiale. La pauvreté, voilà par exemple la France, il est la cinquième puissance mondiale économique. Mais il a un problème, il avait des problèmes. La crise du coronavirus a montré les limites de cette puissance économique et d'autres puissances, puisqu'il y avait un problème de masques, il dépendait de la Chine, il y a beaucoup de problèmes de vaccins, problèmes d'indemnisation, problèmes financiers, problèmes donc d'industrialisation. Donc voilà, ça veut dire que le PIB, on peut avoir un PIB, un gâteau, un revenu national très gonflé, mais dans la réalité, il y aura les problèmes sociaux, il y aura les inégalités sociales, on n'aura pas d'hôpitaux publics, on n'aura pas donc un financement des secteurs sociaux dans certains pays. C'est pourquoi on a forgé un indicateur, l'IDH, on mis le premier rapport qui a été fait par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui fait partie donc des institutions donc, de l'ONU. Le premier rapport, c'est 1990. C'est dans ce rapport où on a élaboré le classement des pays selon l'indicateur du développement humain, l'IDH, qui prend en compte 3 indices. Toujours, il prend en compte le PIB par tête et par habitant, mais pas tout seul, par tête et par an. La question de la scolarisation, la lutte contre l'analphabétisme, l'instruction. Et le troisième indice, c'est l'espérance de vie, les questions de mortalité infantile. Donc, il prend en compte des dimensions qualitatives. Et vraiment, on aura mercredi prochain à 14 h la dernière séance pour poser vos questions. Et je vais ramener avec moi le classement des pays, le classement du PNUD. Et vous pouvez poser vos questions si vous voulez donc un pays pour que je peux vous donner le classement de ce pays, parce que les pays les mieux classés, parce que l'indice il est classé entre 0 et 1. Et les pays les plus proches de 1, ce sont les mieux classés, ce sont les pays où ils ont les meilleures performances. C'est les pays scandinaves qui sont les mieux placés. Même les États-Unis, il est mal placé. La France, il n'est pas bien placé. Vous allez voir, des fois, il est 10e, 11e. Le Maroc, il est vraiment dans une position pas confortable. En 2003, il est à la position 126e, à côté des pays africains les plus pauvres. Donc, il y a des choses à faire. C'est pourquoi le Maroc allait lancer en 2005 l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain. C'est pour se rattraper, pour rattraper le retard en matière de disparités sociales et spatiales. Parce que c'est vraiment un pays proche de l'Europe, qui a une jeunesse, qui a quand même des ressources, qui a une géographie, qui a 2 côtes, l'Atlantique et la Méditerranée, qui a des ressources. Comment se fait-il qu'il est mal placé, mal classé? Donc, il y a un problème au niveau du financement des secteurs sociaux. On peut avoir la richesse, mais la richesse qui reste entre les mains de quelques-uns, qui profitent de cette richesse pour donc échapper à l'effort contributif. L'État ne fait pas son travail à travers donc un système fiscal défaillant qui n'est pas équitable pour prélever aux uns et donner aux autres, pour aller faire ce travail d'équité, aller faire le financement des secteurs sociaux, les hôpitaux, l'éducation, les secteurs sociaux, la protection sociale, donc protéger les citoyens contre les risques sociaux, face à problèmes de retraite, problèmes de vieillesse, droit à la retraite, droit à l'assurance maladie, la couverture médicale, beaucoup de problèmes. Donc il y a la question de vieillesse, c'est un risque, le risque vieillesse, le risque chômage. Donc ça veut dire quelqu'un qui est en chômage et qui a par exemple plus de 20 ans, 25 ans, est-ce qu'il peut rester sans revenu minimum éternellement si le marché n'a pas besoin de ses compétences et pire encore, pas de protection sociale, pas de revenu minimum, et on va le pourchasser lorsqu'il va tenter de survivre à travers l'économie informelle. On va donc lui donc
on va détruire les pneus de sa charrette et de son chariot, ou bien on va donc le harceler pour qu'il donc pas de survie, pas de tentative de survie dans l'économie informelle et pas de protection sociale. Vous voyez comment il va faire ce citoyen? Comment il va survivre? Voilà donc les questions. C'est pourquoi donc le PIB est considéré comme un mauvais indicateur de bien-être. Parce qu'il est gonflé, et des fois il est gonflé par l'industrie de l'armement, il est gonflé par les fruits du secteur qui nuisent à l'environnement. J'ai donné l'exemple des carrières hier et d'autres. Voilà, on a une richesse, mais d'où provient cette richesse? Il provient des secteurs nuisibles. On gonfle un PIB, mais à quel prix? La question de la croissance, la relation de croissance et développement a été déjà avant le rapport du PNUD. Il y a des auteurs, des économistes comme François Pirault, le français François Pirault, a déjà distingué les années 50-60 la différence entre croissance économique et développement. Donc c'est lui qui a dit que la croissance économique, c'est un phénomène quantitatif, mesuré donc c'est une augmentation de la richesse. C'est une augmentation sur la longue durée de la richesse de façon quantitative. Mais le développement, c'est un phénomène qualitatif. Il implique un changement de structure mentale, économique, sociale, culturelle. C'est-à-dire que les fruits de la croissance doivent bénéficier à tout le monde. C'est lui qui a dit donc la couverture de tout l'homme et de tous les hommes. Il se peut que dans un pays, on a une couverture de tout l'homme, c'est-à-dire une minorité qui se soigne bien, qui est bien éduquée, qui est bien scolarisée. Mais donc, c'est-à-dire tout l'homme, pour quelques-uns. Mais non, il faut que ce qui se fait pour cette minorité, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière doit se faire pour tout le monde, tout l'homme et tous les hommes. C'est ça, au lieu que les fruits de la richesse, de la croissance restent entre les mains de quelques-uns qui vont profiter du gâteau du pays pour donc bien vivre, pour avoir donc avoir des villas de 4000 mètres carrés, d'avoir des hectares de 1000 ou 2000 hectares, ou et laisser les autres dans les bidonvilles et dans des appartements de 50 mètres carrés qu'ils doivent payer jusqu'à leur mort. Voilà donc, ou bien au lieu d'aller voir un hôpital. Lorsque j'ai dit donc la province de Ben Slimane, 16 communes, il n'y a pas que Ben Slimane, il y a partout. Il y a la province de Séville, la province de Taza, la province, je sais pas, les régions de Meknès, les régions de Khouribga, d'Azilal. Il n'y a jamais une commune rurale où on peut trouver un hôpital. Jamais. Dispensaire, des fois, mais il n'est ouvert que le jour du souk. Et il n'y a rien. Vous pouvez trouver quelques comprimés, mais allez voir, est-ce que vous allez trouver quelqu'un le jour où il y a le souk. Donc c'est hôpital, 4 hôpitaux, ou bien 5 dans tout le pays. Et donc, on voit donc des fois des problèmes dans cette province de Slimane. Lorsqu'il y a un problème de santé, il faut aller à Rabat et comment pénétrer, comment aller voir, comment avoir la priorité pour quelqu'un qui est vraiment en réanimation, comment il va accéder, aller voir comment il va accéder. Donc, voilà, alors que la solution, elle est facile. Orienter les ressources vers le secteur social. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on veut que les ressources sont exploitées, sont détournées, sont accaparées par d'autres, par une minorité, ou je ne sais pas, parce que donc pour laisser l'écrasante majorité de la population dans la misère, et pour aller acheter la santé comme un bien marchand. Donc, on livre le citoyen aux cliniques privées, même s'il n'a pas les moyens. Donc, l'État se désengage de ses missions sociales. C'est ça le libéralisme. Mais j'espère qu'on a le libéralisme. On
on a des fois des choses plus pures que le libéralisme sur le plan du désengagement et l'orientation rentière. Il s'agit de s'impliquer dans les investissements. Donc, on a deux tendances dans les pays en développement. Les investissements sont un caractère rentier, mais tout ce qui est social, lorsqu'on veut donc, tout ce qui est donc prestations sociales, on a le libéralisme. L'État se désengage pour ne pas faire son travail social, mais il s'implique lorsqu'il s'agit de faire la prédation et lorsqu'il s'agit donc de se comporter comme investisseur et profiter de certains secteurs pour les monopoliser et pour les fermer devant la concurrence, contrairement à l'innovateur schumpeterien, et profiter des ressources du pays par cette association entre l'influence politique et les investissements et la prédation et l'implication économique. Le dernier point concernant la croissance économique, c'est la question de l'évolution, le comportement de la croissance. Le comportement de la croissance économique. Le comportement de la croissance économique, l'évolution dans le temps, dans la durée. Et la croissance n'est pas toujours régulière. La croissance économique n'est pas toujours régulière. Et que la croissance économique, elle est soumise à des comportements, à des fluctuations, à des changements erratiques, à des fluctuations, c'est-à-dire on a des périodes où la croissance économique elle est faible et des périodes où elle est importante. C'est pourquoi certains économistes vont travailler sur ce plan pour montrer que l'évolution de la croissance économique dans le temps suit un mouvement cyclique. Donc, il y a pas mal d'ouvrages sur ces questions de cycle économique et croissance économique. Les principaux auteurs économistes qui ont travaillé sur les cycles, on a le cycle de Joseph Kitchen, né en 1861, 1932. On a le cycle de Clément Juglar, le français, donc Kitchen c'est britannique, Clément Juglar c'est un français, 1819-1905. Simon Kuznets, que je viens donc de mentionner, 1901-1985, il a aussi travaillé sur les cycles. On a le cycle de Kondratiev, Nicolas Kondratiev, 1892. Il va donc être assassiné en 1930, c'est un économiste russe. Un cycle donc économique est une période durant laquelle donc on a des phases. Dans un cycle, on a une phase, par exemple une phase d'expansion. Il y a le sommet de cette phase d'expansion, on l'appelle la période de surchauffe, et un cycle descendant, une phase descendante, pas un cycle, mais une phase, c'est une dépression, une récession, mais lorsqu'il va prendre du temps, c'est une dépression. Et en bas, pour recommencer sur une phase d'expansion, on appelle ça une reprise. Le bas du cycle de la phase récessive, on va jusqu'au moment où on va entrer dans une phase nouvelle d'expansion, c'est-à-dire la reprise. Donc le sommet en haut, c'est la surchauffe, le bas, c'est la reprise, et les deux cycles, on a un cycle ascendant, l'expansion, c'est une forte croissance économique, cycle où il y a la récession, la dépression, donc on a un problème de croissance. Dans les deux, dans la phase, Kondratiev va travailler sur cet économiste qui a été assassiné par l'entourage de Staline et par l'entourage des orthodoxes, des communistes qui ne voulaient pas de ces idées parce qu'il va montrer comment le capitalisme il a une vigueur. Même après une période de récession, de crise, il peut rebondir et afficher une nouvelle santé économique. Donc, c'est ça. Donc, il va travailler à partir d'une série de prix et de production. Il va montrer les grandes oscillations dans l'histoire économique durant le XVIIIe siècle
ces cycles, donc les cycles de Kondratiev ou bien Kondratiev, c'est la même chose, donc peuvent prendre donc de 40 jusqu'à 60 ans. Contrairement aux autres cycles, le cycle de Kitchen, c'est 3-4 ans, le cycle est plus court. Le cycle de Clément Juglar, 8-10 ans. Le cycle de Kuznets, de 15 à 20 ans. Donc chacun va expliquer à sa manière les déterminants des phases, les déterminants de ces comportements cycliques. Kitchen va vraiment insister sur la question des stocks, c'est-à-dire la phase de croissance économique. On a un développement de croissance, on a des investissements, mais il arrive un moment où les entreprises vont anticiper un ralentissement de l'activité économique. Ils vont donc, au lieu de produire, ils vont faire un déstockage, recourir au stock pour répondre aux besoins, ce qui fait que les investissements vont baisser. Donc, lorsque les investissements baissent, donc ça va entraîner un problème donc au niveau donc de la croissance économique et au niveau de la demande, ce qui fait qu'on va entrer dans un cycle de récession. Clément Juglar va insister beaucoup sur la question de la relation entre les investissements et le taux d'intérêt, parce que pour lui, la phase de croissance économique, il y aura donc des investissements. Il arrive, lorsqu'on va s'approcher pour lui, lorsqu'il y aura un surinvestissement au niveau de la phase du moment de surchauffe, ce surinvestissement va pour éviter, parce qu'il est à l'origine de l'inflation. Parce que lorsque vous allez investir, produire plus, il y aura des revenus qui vont circuler. Donc il y aura de la monnaie, ce qui fait qu'il y aura une hausse du niveau général des prix, l'inflation. C'est-à-dire, donc, il y aura des salaires, il y aura donc la machine tourne bien. Ce qui fait que ce surinvestissement va être revu à la baisse. Donc, ça veut dire que pour limiter l'inflation, donc, il y aurait une augmentation, une élévation du taux d'intérêt. Taux d'intérêt élevé, c'est-à-dire découragement des crédits. Découragement des crédits, c'est-à-dire les investissements vont être découragés, ce qui fait qu'il y aura un problème au niveau de la production, de la consommation. C'est ça donc l'explication donc du cycle d'affaires de Clément Juglar. Kuznets aussi va travailler sur une période de 15 ans à 20 ans. Kondratiev, donc, il va montrer, cet économiste russe va montrer donc comment les caractéristiques des deux phases. La phase d'expansion, elle est caractérisée par une forte croissance économique, donc pas de chômage, et sur le plan des commerces nationaux, la phase d'expansion de croissance, c'est une phase d'ouverture aux échanges internationaux. Le commerce international, donc les relations avec l'extérieur sont fortes. Par contre, la phase de récession, la phase de dépression, c'est une phase où il n'y a pas de croissance, où il y a la stagnation, où il y a le chômage, où il y a le repli protectionniste. Les phases de dépression, les pays vont se replier. Ce qui se passe en France, on voit comment des hommes politiques, maintenant, presque pour les prochaines élections présidentielles, on a beaucoup de souverainistes qui veulent que la France renoue avec la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a donc Marine Le Pen, on a Arnaud Montebourg, on a Jean-Luc Mélenchon, on a d'autres candidats de la droite aussi, des républicains. Ça veut dire qu'ils vont donc se protéger de la concurrence étrangère chinoise et d'autres pays. C'est-à-dire ils veulent expliquer que le problème de la France, c'est la non-industrialisation. C'est le problème, donc il faut se protéger. La démondialisation, c'est-à-dire face à la mondialisation, il faut adopter la démondialisation. Donc vous voyez, donc, et même avec, je vais voir avec la question de la crise sanitaire, vous voyez, c'est vrai que la fermeture des frontières n'a pas pour but des questions, l'objectif n'est pas économique, il est sanitaire, mais quand même, cette question de fermer les frontières se pose. Cette question de protectionnisme, même aux États-Unis avec Trump, on a vu comment il a fait un néo-mercantilisme face à la Chine.
et donc il voulait donc frapper les importations chinoises par la hausse des droits de douane. Ça veut dire que la période où les pays, lorsqu'ils sont en crise, ils deviennent protectionnistes. C'est-à-dire qu'ils veulent se protéger contre la concurrence, ils veulent donc développer leur propre machine industrielle. La question, le PIB, j'ai déjà souligné, j'ai déjà donc expliqué que le PIB, c'est l'ensemble, c'est la production par l'ensemble des activités au niveau d'un pays donné. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des richesses. Donc, on peut trouver dans un PIB la contribution des secteurs. Par exemple, des secteurs qui contribuent plus que d'autres. Pour le Maroc, on a le tourisme qui contribue à 13-12% du PIB. On a l'agriculture de l'ordre de 16%. Et on a pas mal, on a d'autres. Mais on voit comment lorsqu'un pays, cette crise sanitaire globale a montré comment les pays qui sont ouverts sur l'extérieur ont été les plus durement affectés par la crise, par cette pandémie du coronavirus. C'est-à-dire, on a vu comment les pays qui dépendent du tourisme, qui dépendent donc de ces questions, des secteurs contributeurs, des secteurs extérieurs, des pourvoyeurs de devises. Donc, les pays qui sont très ouverts ont été les plus touchés par la crise du coronavirus. Le FMI a montré que l'épidémie du coronavirus entraîne des pertes équivalentes à 22 000 milliards de dollars. Il n'y a même pas maintenant un mois, ça a été fait, ça a été donc relaté que selon le FMI, donc les pertes entre 2020 et 2025 sont de l'ordre de 22 000 milliards de dollars. Donc l'épidémie du coronavirus va impacter l'économie mondiale par des pertes de 22 000 milliards de dollars entre 2020 et 2025. En juin 2020, le FMI avait estimé à plus de 12 000 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale, mais pour 2020-2021. Uniquement pour 2020, mais pour 2020-2025, c'est 22 000 milliards. Donc les pays, vous voyez, lorsqu'il y avait l'épidémie, lorsqu'il a été donc propagé, le mois de mars, tous les pays dans le monde, même le Maroc, donc ont été obligés de revoir, d'adopter des lois de finances rectificatives. Parce que ce qui a été tracé, le Maroc, la loi de finances, ce n'est plus comme auparavant, le mois d'octobre, coïncide la loi de finances avec la campagne agricole, mais elle a changé, donc il commence la loi de finances, il est à partir du 1er janvier de chaque année, d'une année de l'exercice budgétaire, année civile. Et donc ce qui a été adopté, parce que ce sont des prévisions de dépenses et des prévisions de recettes. Donc on n'a pas anticipé, le mois de janvier, on n'a pas anticipé les effets de l'épidémie du Covid-19. Donc lorsqu'on a donc anticipé la gravité de la situation, donc les estimations de dépenses et de recettes donc, ont été revues à la baisse. Revues à la baisse, je ne sais pas, en tout cas revues à la baisse surtout les recettes. Mais les dépenses, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y aura pas de recettes, ils peuvent recourir aux emprunts. Mais les recettes, parce que les recettes ont un rapport avec l'activité économique. Et l'activité économique, il a été très impactée. Pas de touristes. Alors que le Maroc compte beaucoup sur le tourisme. Ça veut dire que voilà, il faut et d'autres secteurs, le commerce, le confinement, les états d'urgence et le confinement. Il n'y a pas de travail. Pas de travail, pas de richesse. Ça veut dire que voilà, donc c'est ça la gravité, la stratégie de développement. Lorsqu'il y a des chocs externes, parce que la croissance économique s'impacte par des chocs internes et des chocs externes, exogènes. Lorsque vous allez donc dans votre stratégie de développement,
donner plus d'importance à le secteur touristique. C'est vrai, moi, je ne suis pas contre le secteur touristique. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur le tourisme et le développement durable au Maroc. Mais quand même, c'est un secteur important qui est considéré comme un secteur économique. C'est vrai, c'est un phénomène économique. Il y a même des ouvrages qui s'intitulent Le tourisme, un phénomène économique. Il est considéré par les Nations Unies comme une activité économique à part entière. C'est vrai qu'il a un impact, pas seulement sur la balance des paiements, dans le cadre en tant que pourvoyeur de devises, l'apport de devises, mais il peut entraîner des effets d'entraînement sur les territoires, sur les activités satellites, sur le commerce, le transport aérien, sur le secteur de l'hébergement, l'hôtellerie, donc, même dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, un habitant, une famille dans le sud du Maroc, il profite de ce passage d'un touriste pour lui offrir un verre de thé ou, je ne sais pas, un pain ou un repas traditionnel pour donc avoir quelques dollars, quelques devises, quelques monnaies. D'ailleurs, le touriste, il a déjà fait la conversion, la convertibilité, comme il a converti, donc il a fait donc cette convertibilité en termes de monnaie marocaine quand même, mais quelques monnaies, quelques dirhams. Ce passage va profiter, c'est-à-dire c'est un moyen de lutte contre la pauvreté, surtout dans des régions où l'espace n'est pas facile pour cultiver, pour l'adversité de l'espace. Donc le tourisme est un secteur qui peut compléter les revenus de certaines familles. Donc voilà, mais quand même, se spécialiser à outrance dans le tourisme, ça pose des problèmes, surtout les destinations musulmanes. Il y a le problème des attentats terroristes. Des fois, les destinations musulmanes sont sabotées. En plus de cette crise, ça veut dire que le secteur touristique, c'est difficile de fonder une stratégie de développement sur des secteurs instables. Donc, voilà, c'est ça le syndrome hollandais. Donc, le syndrome hollandais, c'est lorsque c'est une maladie hollandaise, c'est-à-dire lorsqu'un pays va dépendre trop des devises d'une activité extérieure, alors que lorsqu'il y a un retournement de la conjoncture, vraiment, c'est le malheur pour ce pays-là. Donc, plusieurs pays africains souffrent de ce syndrome hollandais en matière d'exportation des produits, du cacao, du café, et même le tourisme, il peut donc être à l'origine de ce syndrome hollandais. C'est-à-dire, les pays ne doivent pas, parce que ce secteur, il n'est pas porteur d'innovation. Il faut qu'il soit un secteur parmi d'autres et non pas une hyper spécialisation. Faut pas parce que c'est vrai, ça n'entraîne pas ça n'engage pas des ressources, ça n'engage pas. Il suffit d'offrir des plages, du folklore, et voilà, les touristes vont tomber dans, je sais pas, comme des mouches. Mais c'est pas quand même compter sur cette activité à outrance. C'est risqué, c'est un pari risqué. C'est un pari risqué pour les pays, surtout cette crise a montré, voyez le malheur même de ceux qui ont les voitures à cheval, les calèches. Ils étaient obligés de vendre leurs chevaux durant cette période. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont liées au tourisme ont été durement affectées. C'est pourquoi il faut revoir la stratégie de développement. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner un secteur important qui est le tourisme. Le tourisme, il faut valoriser les ressources, valoriser le patrimoine culturel, valoriser les atouts du pays, mais pas d'une façon dans le cadre d'une marchandisation du valeur, d'une marchandisation de la culture, du folklore. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ce secteur au lieu de le considérer comme une vache laitière, comme un secteur rentier. Donc, il faut et surtout développer d'autres secteurs, l'industrie, développer surtout le capital humain, donner une priorité donc à l'innovation. Voilà donc le chapitre sur. Avant de passer rapidement
au chapitre sur les questions, la croissance économique, il a un rapport avec les investissements, avec l'innovation. Avec l'innovation, parce que vous avez dans le document les investissements matériels et les investissements immatériels. Donc l'investissement, il est très important. Et l'investissement immatériel, il est aussi important. Le capital humain, les investissements dans les innovations. Le facteur résiduel, je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que la croissance économique, il y a une part, un résidu de croissance qui ne dépend pas du montant des facteurs de production. Vous pouvez affecter le même montant, mais si vous jouez sur l'innovation, sur le capital humain, sur le capital humain, sur le capital immatériel, vous auriez un supplément de croissance, même sans toucher au montant des facteurs de production. Vous avez travail, capital, vous pouvez affecter la même chose, mais si vous jouez sur la polyvalence, sur la qualification des travailleurs, sur des logiciels performants, sur l'innovation, sur la motivation, la formation tout au long de la vie, vous pouvez avoir un plus de croissance, c'est ce qu'on appelle un résidu. Un résidu, c'est le facteur résiduel. Le facteur résiduel, c'est le facteur qui peut augmenter la croissance économique sans toucher au montant des facteurs de production. Voilà, donc les déséquilibres. N'oubliez pas cette question du déséquilibre économique, le chômage, l'inflation, les causes de l'inflation, les effets de l'inflation, quelles sont les causes de l'inflation, les rigidités salariales, les causes de la masse monétaire, l'augmentation de la masse monétaire, les effets, l'érosion du pouvoir d'achat, donc les effets, les causes, le chômage aussi, n'oubliez pas les différentes sortes de chômage, frictionnel, structurel, le chômage déguisé, le chômage volontaire, donc qu'est-ce qu'un chômeur? Voilà, n'oubliez pas ce chapitre sur les déséquilibres économiques. Le chapitre sur le rôle de l'État, avant de voir le dernier chapitre sur la mondialisation, le chapitre sur le rôle de l'État, la politique économique et le budget de l'État. L'État, c'est vrai que l'État, il y a dans le document définition de l'État, l'État moderne, c'est-à-dire à partir de quel moment peut-on parler de la genèse, de la naissance d'un véritable État moderne. J'ai déjà mentionné le chapitre sur les mercantilistes, la période du 16e, 17e, on avait déjà des rois, des princes, qui concentraient le pouvoir, j'ai déjà soulevé des auteurs, des philosophes, des auteurs comme Giovanni Botero, deux Italiens, Nicolas Machiavel, donc qui est considéré comme un auteur important en sciences politiques, parce que donc ses écrits servaient à montrer comment comment concentrer et conserver le pouvoir durablement, quitte à accomplir des actes de façon cruelle, des actes qui passent mal chez ceux qui sont attachés à l'ordre moral. Donc, je ne vais pas revenir toujours sur cette question. Donc, l'État, le rôle de l'État, il y a les conceptions de l'État. 3 conceptions. Conception libérale, qui est conception libérale, classique, néoclassique, qui voulait que l'État n'intervienne pas dans l'économie. L'État régalien, l'État dont la seule mission, c'est de maintenir l'ordre public, la paix civile et la sécurité, un État gendarme. Mais d'autres libéraux, quand même, vont tolérer l'intervention économique de l'État lorsque le marché est défaillant. Lorsque le marché est défaillant, l'État doit intervenir pour certains libéraux. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'apparition d'un monopole, il faut donc revenir à la concurrence pure et parfaite. Lorsqu'il s'agit de prendre en compte vraiment des cas extrêmes de pauvreté, donc favoriser, lutter contre l'exclusion sociale. Mais même si les libéraux sont contre, il y a des libéraux quand même qui veulent à ce que l'État fasse ce travail. Surtout dans le cadre, même en Angleterre, on avait un système beveridgien, c'est-à-dire des prestations non contributives à des cas extrêmes de pauvreté. Les externalités
lorsqu'il y a des externalités négatives, la pollution un agent qui pollue, il faut que l'État intervienne pour internaliser les effets externes négatifs. Donc, on a, voilà les défaillances du marché. Lorsqu'il y a donc aussi des externalités, lorsqu'il y a donc, lorsque le marché est défaillant, il y a d'autres types de défaillances. L'État doit aussi intervenir, selon les libéraux, pour prendre en charge la production de certains biens collectifs, certains biens publics que le secteur privé n'a pas intérêt à faire, parce qu'il n'aura pas le profit. Les routes, les autoroutes, les équipements, certains grands travaux. La conception marxiste de l'État, c'est l'État pour Marx. Donc pour lui, après le capitalisme, il y aura un stade, et après le socialisme, où l'État ouvrier va remplacer l'État bourgeois, le stade communiste, c'est un stade où il n'y a pas de classe sociale, pas d'État. Donc l'État, pour Marx, c'est un comité de gestion des affaires de la classe bourgeoise. Pour Marx, l'État ne sert que les intérêts de la classe économiquement dominante. Donc c'est un instrument entre les mains des classes possédantes. Donc c'est pour maintenir la pérennisation de l'exploitation d'une classe par une autre. C'est ça. Donc, et d'autres vont développer, Suzanne de Bruno, François Chesnay, Paul Boukhara et d'autres vont développer ces questions. Donc la conception keynésienne de l'État, le rôle de l'État chez Keynes, c'est-à-dire l'État pour Keynes, il est indispensable dans une économie de marché. Pour Keynes et les keynésiens, il est inadmissible de penser à un équilibre de plein emploi sans l'intervention de l'État. Donc pour Keynes, l'intervention de l'État est indispensable pour assurer un équilibre de plein emploi. Par les moyens, l'État donc doit déployer les moyens dont il dispose, les attributs, les prérogatives sur le plan budgétaire et monétaire pour soutenir la demande globale, consommation, investissement, et pour donc assurer l'équilibre. Parce que pour Keynes, le marché est incapable de s'autoréguler, est incapable d'assumer et d'assurer l'équilibre de plein emploi. Donc les lois concurrentielles et les mécanismes spontanés ne sont pas, ont montré leur faille, ont montré leur incapacité par cette crise de 1929 et cette dépression qui commence déjà depuis 1913. Donc le marché a montré qu'il est dans l'incapacité de nous faire parvenir vers la situation de l'optimum. Voilà les fonctions de l'État. Toujours on se réfère à la typologie de Musgrave. Richard Musgrave, cet économiste américain qui a donc montré que les fonctions de l'État sont de trois ordres. Les fonctions d'allocation, de production de biens et services. Donc cette fonction, elle est efficace lorsqu'elle est décentralisée, parce que les décideurs locaux sont mieux placés pour être bien informés des besoins des citoyens. La fonction de régulation de l'économie, de stabilisation de la conjoncture, lorsque l'État c'est à l'État de promouvoir la croissance économique, de lutter contre le chômage, de lutter contre l'inflation. C'est un rôle qui doit être fait par l'État. La souveraineté monétaire, le côté monétaire, la manipulation des taux de change, l'équilibre commercial, l'équilibre de la balance des paiements. Troisième fonction, la fonction de redistribution des richesses. Répartition, de redistribution, c'est lorsque l'État va donc faire une nouvelle répartition. Au lieu de se cantonner à la répartition primaire des revenus, lorsque vous allez produire, vous allez distribuer des revenus. Mais l'État va encore prélever des revenus, salaire, profit et les autres revenus, voyez, loyer, ou je ne sais pas, pour faire une répartition secondaire. Le rôle de l'État pour donc mettre en place un rôle social, un rôle de redistribution, va financer ses prestations sociales offertes. C'est ça. Donc, les politiques économiques, on a plusieurs types de politiques économiques. On a une politique économique conjoncturelle, les politiques économiques structurelles. Les politiques économiques conjoncturelles, on a la politique budgétaire, budget de l'État, politique monétaire, donc on a politique monétaire restrictive lorsque les taux d'intérêt sont élevés, politique monétaire
expansive, lorsque donc les taux d'intérêt sont très bas pour favoriser, encourager les crédits, encourager la consommation, l'investissement. On a la politique des revenus, la politique salariale. Lorsque, par exemple, vous allez fixer le SMIC à tel niveau, donc la politique du taux de change, d'évaluer la monnaie pour encourager les exportations, ou bien, ou bien augmenter la valeur d'une monnaie, l'appréciation d'une monnaie nationale. Donc, pour lutter contre l'inflation, il y a donc, comme ça a été fait par la France de Pierre Bérégovoy, le franc fort. Donc, le Maroc a dévalué sa monnaie, le dirham, en 1983, même avant, dans le cadre du programme d'ajustement structurel pour encourager ses exportations, pour avoir des balances commerciales excédentaires. Mais en tout cas, la dévaluation, il peut renchérir les importations et avoir un objectif et compromettre l'objectif tracé au départ. Donc, il y a donc voilà des politiques économiques conjoncturelles. On a aussi les politiques économiques structurelles, le moyen et le long terme, c'est-à-dire influencer les structures économiques. Par exemple, la politique de recherche et de développement, la politique agricole, la politique d'innovation, la politique industrielle. Donc, c'est ça la politique structurelle. Voilà, il faut donc, je ne vais pas, la question de budget de l'État, les sources de financement d'un budget, par exemple, un budget lorsqu'il est déficitaire, l'État, partout dans le monde, rare de trouver, par exemple en Allemagne, il dégage des excédents. Quelques pays peuvent dégager des fois un budget excédentaire. Mais c'est rare de trouver un pays, généralement l'État il est déficitaire dans le monde. Et même le déficit, il dépasse toujours 3%. Même la France, malgré le pacte budgétaire imposé par Bruxelles, aucun pays, mis à part l'Allemagne, les autres pays sont au-delà de 3% fixés, pas dans le cadre des pays qui sont dans la zone euro. La Grèce, elle a atteint en 2010, 2020, 20% du PIB. Le déficit a atteint 20%. C'est pourquoi il a été sanctionné par la Troïka, la BCE, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne. On est allé lui donc tirer les oreilles de la Grèce. Ça veut dire que pas question de l'aider. Les Grecs doivent vendre leurs yeux parce que c'est de leur faute. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils doivent donc serrer la ceinture et faire une politique d'austérité. Voilà donc les sources de financement lorsqu'il y a un déficit. Donc, lorsqu'il y a un déficit, ça veut dire que les prélèvements obligatoires n'arrivent pas à couvrir les impôts et les cotisations sociales, n'arrivent pas à couvrir l'intégralité des dépenses publiques. Il faut aller chercher d'autres sources de financement. Et généralement, on se tourne soit vers la dette interne, l'endettement à l'intérieur d'un pays, par exemple l'émission des bons de trésor, ou bien aller voir, et c'est généralement ce qui se fait, les emprunts extérieurs auprès des bailleurs de fonds internationaux, qui sont de deux ordres, soit auprès des États, donc les créanciers bilatéraux, soit auprès des organismes financiers internationaux, le FMI, la Banque mondiale et d'autres, Banque africaine de développement, Banque européenne d'investissement. Voilà donc, les États. Donc on a généralement deux politiques économiques conjoncturelles, politique de relance, politique de rigueur. Donc la politique de relance, c'est lorsque vous voulez donc relancer l'économie. Augmenter les salaires, les subventions, relancer l'économie, c'est une politique de type keynésien, parce que pour Keynes, avoir un déficit public, ce n'est pas une mauvaise chose, si on a une bonne finalité. C'est-à-dire que pour Keynes, un État, lorsqu'il est en crise, il doit favoriser un déficit public, il doit augmenter la dépense budgétaire pour relancer l'économie. Et pour lui, à travers un effet multiplicateur, vous avez dans le cours le multiplicateur keynésien, attention, vous avez aussi une formule mathématique, ne pas l'oublier, vous risquez d'avoir des questions sur ce plan. Donc le multiplicateur keynésien, lorsque donc l'État va s'impliquer sur le plan budgétaire et monétaire, il y aura une politique de relance, il y aura la production, la consommation, la machine va tourner, il y aura un multiplicateur keynésien, ce qui fait que lorsqu'on a une croissance,
la richesse va augmenter, ce qui fait que l'État aura la possibilité d'aller prélever pour compenser le déficit de départ. C'est ça la philosophie keynésienne. Donc, voilà, et donc les sources de financement, donc, on a deux types de politique de relance. Deux types de politique économique conjoncturelle. La politique de relance, donc, elle est basée sur, vous pouvez tomber dans un déficit public, mais c'est pas grave, la machine va tourner, la croissance économique, la consommation, l'investissement. Il arrive un moment où l'État aura la possibilité de prélever une partie des ressources créées pour donc compenser le déficit du départ et assurer l'équilibre. Donc pour Keynes, relancer l'économie et creuser le déficit, c'est pas grave, ça va se récompenser, ça va se compenser avec le temps lorsque le multiplicateur keynésien va jouer. Donc c'est ça la politique de relance. Elle a été faite par les pays développés dans le monde après 1945. L'État s'est fortement impliqué à travers ces différentes activités. Donc les activités de Musgrave avaient pleinement joué à l'époque, donc en matière d'investissement public, en matière de redistribution des richesses, en matière d'allocation des ressources. Sauf qu'on reproche à cette politique, parce qu'il y a une augmentation du salaire, il y a des subventions, il y a l'investissement de l'État, on reproche à cette politique de relance qu'elle est inflationniste, et c'est vrai qu'il y avait l'inflation, parce qu'en politique économique, on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps. On doit sacrifier certains objectifs. C'est ça. Donc, on reproche aussi à cette politique économique de relance de creuser le déficit commercial, le déficit de la balance des paiements. Parce que lorsque vous allez donc distribuer des salaires, augmenter les subventions, les taux d'intérêt qui sont bas, vous allez donc, il y aura une augmentation de la consommation, de l'investissement, et que cette augmentation sera donc couverte par le recours aux importations. C'est ça. Et aussi, parce que des taux d'intérêt bas, certains, les détenteurs de capitaux, seront incités à aller les placer en dehors du territoire, en dehors des pays où les taux d'intérêt bas, ce qui fait qu'on aura des fuites de capitaux. Importations qui augmentent, capitaux qui vont sortir, ce qui fait que la balance des paiements va donc souffrir, va être impactée négativement. C'est ça les critiques de la politique adressées à la politique de relance. La politique d'austérité, la politique de rigueur, la politique d'austérité, c'est lorsque on veut surtout lutter contre l'inflation. On va donc revoir l'investissement. Il y aura donc les salaires qui ne vont pas augmenter, donc les taux d'intérêt qui ne seront pas très bas, ce qui fait qu'on va décourager la consommation. On cherche surtout à avoir une vision, assurer l'équilibre, mais on peut sacrifier l'emploi par cette politique d'austérité. Concernant le dernier chapitre sur la mondialisation, donc je vais pas m'attarder sur ce chapitre. Donc l'économie mondiale, donc il faut maîtriser. Donc l'économie mondiale, il faut maîtriser l'organisation commerciale et l'organisation monétaire. Les acteurs de l'économie mondiale, on a le système monétaire international adopté depuis 1944, le système monétaire de Bretton Woods, qui avait reposé sur la convertibilité hors du dollar, et le dollar comme monnaie internationale, c'est le plan de White, adopté en 1944 dans cette petite ville des États-Unis, Bretton Woods. On a les taux de change fixes qui fluctuent de plus ou moins 1%, et on a créé deux institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. FMI accordé des facilités de crédit à des pays qui ont un déficit temporaire de la balance des paiements. Banque mondiale, à l'époque, c'était des prêts pour la reconstruction des pays développés ruinés par les deux guerres mondiales. Mais plus tard, depuis les années 60, la Banque mondiale va s'orienter vers les prêts aux pays en voie de développement. Et cette mission va la garder jusqu'à aujourd'hui. La Banque mondiale, c'est surtout les pays en développement. Donc, il va diversifier ses activités. Il va s'intéresser à l'environnement, à la lutte contre la pauvreté, à superviser les programmes d'ajustement structurel
avec le FMI durant les années 80. Donc voilà, mais le SMI, le système monétaire international de Bretton Woods, les deux piliers, convertibilité hors du dollar, va être supprimé par le président Richard Nixon, du fait que des spéculations sur le dollar avant 1971, mais en 1971, on va supprimer la convertibilité hors du dollar. Les taux de change ne seront plus fixes, mais flottants, flexibles, depuis 1973, mais surtout depuis 1976, avec les accords, dans le cadre des accords de la Jamaïque. Donc, depuis, c'est la coopération monétaire qui règne pour que les fluctuations restent entre des fourchettes. C'est ça, une coopération monétaire qui va régner. Et l'Europe va s'organiser autour du serpent monétaire depuis 1979 dans le cadre du SME, le système monétaire européen. Et depuis 1900, vous voyez, depuis le traité de Maastricht, 1992, il va lancer l'Union économique et monétaire pour adopter l'euro, des pays qui vont adopter l'euro depuis 1999. J'ai déjà mentionné ces questions hier. La question commerciale, l'organisation commerciale. On avait un projet de créer l'OSC, l'Organisation internationale du commerce, en 1946. Il n'a pas été ratifié par les États-Unis. On va adopter juste une charte de la Havane, le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, l'accord général sur le tarif douanier et le commerce, qui va fonctionner. Il a fait quand même son boulot, même avec des défaillances, parce qu'il était limité au secteur industriel et à l'agriculture durant le dernier cycle de l'Uruguay-Ronde, mais il n'avait pas un caractère contraignant. C'est pourquoi il avait des lacunes. Il y avait des négociations multilatérales, les NCM, les négociations commerciales multilatérales, dans le cadre du cycle de négociation, le Kennedy Round, le Tokyo Round, Genève Round, mais on a constaté qu'il faut passer à autre chose. On va adopter une organisation, une véritable organisation, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995 à Marrakech, ici au Maroc. Et on va donc le champ des négociations va s'élargir puisqu'on va inclure les services et les droits de propriété intellectuelle. Et on va surtout l'OMC va quand même donner une importance puisque on va créer aussi l'ORD, l'organe du règlement différent qui a un caractère contraignant. Lorsqu'il y a des litiges entre des États à propos des problèmes en matière de commerce international, donc c'est comme une juridiction. Donc il y aura des sanctions à l'encontre des États qui ne respectent pas les règles et les principes de l'OMC. Voilà, c'est vrai que l'OMC et le GATT ont fait quand même un travail, puisque le tarif douanier, qui était de 40-50% les années 40-50, il est maintenant à moins de 5%. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes encore. Le but c'est quoi? C'est libéraliser les échanges internationaux, promouvoir le libre-échange mondial, en finir avec les barrières tarifaires et non tarifaires, les barrières sanitaires, les tracasseries administratives, les problèmes qui limitent, les problèmes de quotas. Donc, c'est-à-dire que, comme un gendarme sur le plan du commerce international, c'est-à-dire favoriser le libre-échange mondial. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes puisque ces règles ne sont pas respectées, puisqu'on voit comment plusieurs voix et des théoriciens qui maintenant invoquent l'idée de revenir à un protectionnisme. Protectionnisme, c'est pas le protectionnisme éducateur de liste, mais quand même à une démondialisation, à se protéger contre des pays qui pratiquent le dumping commercial, c'est-à-dire le dumping social, le dumping environnemental, qui assurent leur compétitivité par le recours à des matières premières de mauvaise qualité, qui sont compétitifs parce qu'ils ne respectent pas les lois sociales, les lois environnementales. Donc voilà, donc il y a beaucoup de problèmes. Il faut donner une importance à l'économie mondiale, à son organisation monétaire, à son organisation commerciale, les institutions spécialisées de l'ONU. Donc les questions de développement durable, c'est très important. Je voulais insister sur ces questions de développement, de tiers-monde, du sous-développement. Le développement durable, c'est aussi important, cette notion de développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. C'est-à-dire que le développement durable, il doit prendre en compte la question économique, le pilier social et le pilier environnemental. Une activité dans la logique du développement durable, une activité doit être rentable économiquement, viable économiquement,
équitable socialement, c'est-à-dire les fruits de l'activité doivent être profités à ceux qui produisent et non pas à d'autres maillons de la chaîne. Ils doivent être, donc l'activité doit être viable économiquement, équitable socialement et soutenable écologiquement. Le respect de l'environnement, c'est-à-dire on ne doit pas tuer la poule aux œufs d'or. Il faut aussi se préoccuper de léguer le patrimoine, les activités, les ressources. On doit les léguer aux générations futures, on doit les préserver et non pas les épuiser. Voilà, donc, durant les questions du mercredi prochain, la dernière séance à 14 heures pour poser vos questions. On va quand même soulever ces questions de développement durable, répondre à vos questions. Je vous remercie.